Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup d'être ici avec nous pour cette dernière rencontre de la saison 2024-2025 de Mercredi de la Com, les voix des médias. Nous avons fait ensemble un parcours, une véritable trajectoire en passant par les expériences dont nous a parlé Fabienne Pasco lors de la première séance de notre cycle de rencontres. Et puis, il était question de communication politique et de ses enjeux, de ses finalités, de ses stratégies avec Gaspard Ganser. Et puis, on est passé à l'écriture documentaire pour la télé avec Anne-Fleur Delestre. Et ce soir, avec Adrien Rivière et Grégoire Charasson, nous allons explorer l'univers, les créations, les idées, les perspectives et les prospectives aussi du design fiction. Donc l'idée, effectivement, de ces cycles de rencontres était vraiment d'ouvrir à plusieurs pistes d'analyse, de réflexion et d'explorer ensemble ce paysage. Je remercie l'équipe Confcom, l'équipe étudiante qui contribue à l'organisation de cet événement. Je remercie Inès Constantin, qui est la chargée de com, et la faculté de lettres, le département de lettres et infocom, qui soutient notre initiative. Et je remercie surtout Adrien et Grégoire d'avoir accepté notre invitation. Et je ne vais pas présenter votre parcours parce que justement, on commence toujours par cette question qui est une question très sensible pour nos étudiantes et nos étudiants, c'est-à-dire la question concernant vos études, votre formation. On se demande souvent ce qu'il faut faire pour, ouvrir sa voix dans le monde des médias, du web, de la communication, de la création. Et donc, je connais un tout petit peu le parcours de Grégoire parce que j'ai eu la chance de l'avoir parmi mes étudiants à Éthique, école de métiers du web à Montreuil. Et donc, je suis encore plus content pour des raisons personnelles de cette rencontre. Et donc, voilà, j'aimerais que vous nous disiez un mot d'abord, Adrien Grégoire, sur votre parcours, sur votre formation. Et puis, voilà, vous nous présenterez bien sûr vos créations et on pourra échanger autour de tout cela. Et je vous remercie encore d'être ici avec nous. Merci. Merci beaucoup, Pépé. Bonjour à tous. Grande et vaste question que j'aime beaucoup. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une classe préparatoire économique et j'ai fait une école de commerce. Et je pense que je fais tout ce à quoi l'école de commerce ne prépare pas. Donc c'est intéressant au sens où moi j'ai découvert en école de commerce l'art oratoire et la prise de parole en public, et on va y venir, la mise en récit, donc ce que les anglo-saxons appellent le storytelling. Et donc très tôt je me suis intéressé à travers des associations qui étaient liées à la communication, à organiser des conférences avec des hommes et des femmes politiques et des concours d'éloquence, et je n'ai fait que ça. Bon, en tout cas le souvenir de ma scolarité ressemble à ça. Et j'ai découvert en fin de parcours qu'il y avait des voies académiques et universitaires qui pouvaient mener à des métiers liés à la prise de parole en public et à l'écriture dans des entreprises, dans des organisations, mais qui étaient plutôt réservés à Sciences Po ou à l'ENS ou peut-être à des parcours ici en lettres. Mais c'est pas grave. Et donc j'ai fracturé la porte et j'ai commencé ma carrière dans un grand groupe qui est donc General Electric comme plume, donc à l'écriture de discours. Et donc très rapidement, je me suis spécialisé parce que le monde de l'entreprise, pour le coup, c'était le monde de l'école de commerce. Je me suis spécialisé dans l'accompagnement des dirigeants et des dirigeantes dans leur mise en récit du monde. En réalité, ce qui leur arrive et ce qui nous arrive. Parce qu'en fait, les dirigeants, au bout d'un moment, dans la hiérarchie, dans l'organisation, ils passent leur temps à prendre la parole.
en interne, en externe, les journalistes, les actionnaires, les collaborateurs, etc. etc. Et sur ce parcours-là, on s'est rencontré avec Grégoire dans une agence qui s'appelle Brightness, où j'avais en charge l'ensemble du pôle lié à la prise de parole en public, donc l'accompagnement que je viens de mentionner, mais aussi on créait des événements comme des événements TEDx Paris, je crois qu'il y en a un le 4 avril ici, où j'accompagnais dans leur prise de parole des experts, des scientifiques, des artistes, et donc j'ai fait ce métier pour d'autres. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, je vous la fais courte, que je me suis mis à travailler l'objet des récits. Comment on raconte une histoire? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les êtres humains sont les seuls êtres vivants à pouvoir raconter des histoires, alors même que tous les animaux et les végétaux communiquent? Donc tout ce genre de questions que j'ai déployées de manière différente. Et aujourd'hui, une partie non négligeable de mon activité consiste à travailler avec des artistes. Et j'écris notamment des livres au long cours avec des artistes pour comprendre leur vision du monde. Donc moi, mon travail, c'est toujours de les faire parler, mais de les amener sur le terrain de la compréhension de ce qui nous arrive avec leur grille de lecture. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant qu'on va retrouver ici, c'est-à-dire la perspective artistique, littéraire, narrative, on peut l'appeler de plein de manières différentes, et qu'est-ce qu'elle nous dit de notre monde. Et donc ça, c'est ce qui m'a intéressé. Il y a une phrase de Régis Debray dans Vie et mort de l'image que j'aime beaucoup. Il dit à un moment donné, les artistes, dans toutes les époques, sont les sismologues du réel. Donc à partir du moment où vous interrogez l'artiste, vous pouvez avoir un coup d'avance. En tout cas, il peut se passer des choses qu'ils ont mieux compris parce qu'ils sont sur des niveaux qui sont peut-être plus émotionnels, par exemple, qui sont plus de l'ordre du ressenti, où ils osent tirer le fil de quelque chose qui, d'un simple point de vue rationnel ou analytique, paraîtrait absurde. Et donc je me suis accroché un peu à cette idée. Et à travers le design fiction, on fait vivre aussi un peu cette idée que le regard artistique, fictionnel, narratif, est une forme de sismologie du réel, pour mieux le comprendre, pour mieux le percuter, pour mieux l'interroger. Et vous allez voir que dans tout ce qu'on va vous déployer, en réalité, on fait ça. Voilà, en 2 mots. Merci Adrien. Donc vous aurez compris qu'Adrien est la caution fiction du design fiction. Et donc moi, je suis le garant et la caution design du design fiction. Donc j'ai fait mes 5 ans d'études à éthique en étant formé à stricte équivalence, 1/3 de marketing, 1/3 de design et 1/3 de code, de développement. Donc je me suis spécialisé en design et donc en 5e année en alternance, j'ai eu la chance de la faire dans l'agence dont Adrien vous a parlé, qui est une agence événementielle qui organise plein d'événements, dont les conférences TEDx Paris qui sont les plus connues. Et donc le fait d'être confronté à toute cette nourriture intellectuelle vis-à-vis des entrepreneurs, sociologues, anthropologues, scientifiques, etc., qui ont tous un œil porté vers le futur, dans le but de venir interroger le présent, on va y revenir, mais en fait, le fait de se projeter dans le futur n'est qu'un prétexte à interroger notre présent, nos usages, nos besoins. Et donc, c'est ce qui nous a donné envie de faire jouer la complémentarité de nos profils et donc de cofonder le Design Fiction Studio en 2022. Alors, on pratique la discipline depuis 2020, historiquement avec des écoles, et donc, bon, on va tout de suite y venir. Hop, donc avec différentes écoles d'enseignement supérieur, tout aussi bien des écoles d'ingénieurs que des écoles de la tech, que des écoles de design principalement. Et puis est venue très vite l'envie de décliner notre offre pour les entreprises. Donc on va faire très rapide, d'autant plus qu'étant donné que la conférence est filmée, on ne pourra pas malheureusement vous donner les coulisses puisqu'on est sous NDA, sous protection. Mais donc on a eu la chance de travailler avec le Palais de Tokyo pour réfléchir au futur d'une institution culturelle à horizon 2050, en essayant d'anticiper un peu les évolutions sociétales, des problématiques très business, très concrètes du Palais de Tokyo. Et donc on s'est servi du design fiction comme vocation stratégique, vraiment business en interne. Le but n'était pas de communiquer aux yeux du grand public, mais vraiment de rester en interne. Donc ça, c'était un projet passé. En projet récent, nous sommes en train de travailler avec Swile, que vous connaissez peut-être, qui est une start-up qui fait du ticket restaurant dématérialisé et qui cherche à étoffer leur gamme. Et donc là, on réfléchit avec eux sur le futur du monde du travail à horizon 2050. Quelle est la place que l'on souhaite qu'occupe le travail à cet horizon-là et quel est le rôle de l'entreprise. Donc vous voyez bien qu'il y a une réelle volonté politique aussi de positionnement pour une entreprise comme Swile sur ces sujets-là.
assez parlé de nous en l'occurrence. Ce qui nous intéresse et pourquoi est-ce que le futur est un sujet qui nous intéresse tant, c'est que ça parle bien plus de vous et particulièrement vous en tant que jeune génération. Il y a une citation de Sacha Guitry qu'on adore qui explique qu'on parle beaucoup trop du passé et pas assez du futur, c'est-à-dire beaucoup trop des autres et pas assez de nous-mêmes. Et donc on avait en préambule de cette petite conférence une question à vous poser. Quand vous vous projetez dans l'avenir, que ce soit à titre individuel, mais également au niveau collectif, d'un point de vue de la société, est-ce que vous avez plutôt une posture enthousiaste, joyeuse, heureuse par rapport au futur, ou est-ce qu'au contraire, ces questions vous angoissent, vous vous sentez anxieux, inquiet, pessimiste par rapport à l'avenir et au futur? Donc on va faire un vote à main levée, s'il vous plaît. Celles et ceux qui se sentent plutôt anxieux, plutôt pessimistes, craintifs, inquiets, est-ce que vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? D'accord, très bien. Donc, à la louche, on est sur plus d'une moitié, j'irais presque jusqu'à dire les trois quarts. Et donc, avec Adrien, alors ça dépend des jours, de quel pied on se lève, mais on a de légitimes raisons quand même de s'inquiéter. En l'occurrence, rassurez-vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a une étude qui a été réalisée auprès de 10 000 jeunes dans une dizaine de pays, tout aussi bien des pays du Nord que des pays du Sud. L'étude date de 2021 et c'est important puisque c'était en plein Covid et donc ça participe à ces résultats. Mais vous voyez que pour les trois quarts des jeunes, ils considèrent le futur comme étant effrayant. Nous, face à ce constat, c'est vrai que ça nous alarme, étant donné qu'il suffit de remonter une génération avant, demandez à vos parents, ils étaient beaucoup plus optimistes par rapport à l'avenir, ou tout du moins, s'ils ne l'étaient pas pour eux-mêmes, ils l'étaient pour leur descendance, donc pour leurs enfants. Et donc, nous, ça y est, on est à un âge où la question des enfants commence à se poser, c'est des discussions récurrentes qu'on a avec tous nos différents cercles relationnels, et de plus en plus, on entend des réticences, des craintes par rapport à tous ces sujets. Donc, comment expliquer ce constat? Il y a plein de manières de le résumer et de l'expliciter. Le premier insight que l'on souhaite vous transmettre, ça ne vient pas de nous, ce sont des experts qui qualifient le monde dans lequel on vit d'un acronyme, un acronyme de 4 lettres, l'acronyme VUCA, V-U-C-A. Le V, c'est pour volatile. On vit dans un monde de plus en plus volatile. À peine une nouvelle technologie, un nouveau sujet commence-t-il à émerger, qu'il est immédiatement supplanté par un autre. À peine commence-t-on à palper une problématique, hop, elle se fait tout de suite supplanter par une nouvelle. On est dans un monde de plus en plus volatile. Le U, alors c'est un acronyme anglais, c'est pour uncertain, incertain en français. Bon là, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliciter, on vit dans un monde de plus en plus incertain. Le C, c'est pour complexe. Il n'y a qu'à voir toutes les intrications qu'il y a, les spécialisations des disciplines, bref, tout est de plus en plus complexe. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour savoir que plus le futur va avancer, plus ça va être de plus en plus complexe. Et enfin, le A, c'est pour ambigu. On vit dans un monde de plus en plus polarisé, de plus en plus ambigu, où chacun éprouve sa propre réalité. On est tous enfermés dans nos bulles de filtre, nos bulles informationnelles. Et donc, c'est de plus en plus compliqué d'échanger et d'avoir la même perception des choses. Un monde de plus en plus ambigu. Ça, c'est le premier constat qu'on souhaitait vous partager. Une autre raison qui explique cette défiance, cette méfiance par rapport au futur, c'est que la réalité telle qu'on l'éprouve rattrape de plus en plus la fiction. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Tous les films de science-fiction que vous avez pu voir, les œuvres de science-fiction que vous avez pu lire, et notamment d'ailleurs les dystopiques, nous dépeignent un monde que de plus en plus de gens considèrent comme étant en train de se produire. Donc on voit bien que notre réalité rattrape la fiction, et la réciproque est vraie aussi. La fiction rattrape de plus en plus notre réalité. Pour preuve en est les intelligences artificielles génératives d'images. Ce sont des images qui sont complètement fictives, mais elles sont de plus en plus réalistes, qu'elles deviennent indiscernables de la réalité. Donc on voit bien que la frontière est de plus en plus brouillée entre ce qui relève du fictif et ce qui relève du réel. Et donc nous, on se sent emprisonnés dans notre présent, et on a de plus en plus de difficultés à se projeter dans un avenir, idéalement dans un avenir bien sûr qui va être souhaitable et désirable. Et à ce titre, ce qu'on va vous présenter, ça fonctionne un peu comme un antidépresseur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, plus le fait que le monde est VUCA, qu'on se sent un peu piégé, la discipline du design fiction, vous allez le voir, elle va permettre de prendre du recul, de faire un pas de côté, de s'interroger sur absolument tout, mais de manière extrêmement sûre et extrêmement cadrée par une méthodologie. Et d'aller d'ailleurs assez loin, de provoquer des débats qu'on ne pourrait pas avoir, parce que sinon
si vous lancez le débat à table, ça va mal se terminer. Et donc cette discipline, elle permet ça. Et d'une certaine manière, elle permet aussi de se réapproprier le futur. C'est-à-dire, on peut avoir le sentiment de subir ce futur, d'avoir le sentiment qu'il va nous rouler dessus sans qu'on puisse ne rien faire, parce que la société, parce que le système, etc. Et d'une certaine manière, alors c'est plus ou moins petit, mais au moins on reprend un peu le futur en main et vous allez le voir, on le manipule. Et ça déjà, ça fait du bien. Parce qu'on plonge dans les sujets, on les comprend mieux, on peut les triturer, on peut s'amuser. Et c'est en cela que je dis que ça peut être aussi un antidépresseur au présent. Donc vous allez le voir, quand on va rentrer un peu dans le détail, vous allez sentir ça aussi un peu dans la discipline qu'on mène. Alors, en l'occurrence, ne nous en voulez pas, on sort tout juste d'une conférence à la Sorbonne là, de 2 heures, et donc ce sont les mêmes slides que l'on a décidé de vous présenter. En l'occurrence, le temps qui nous est alloué est un peu plus restreint, donc si vous voyez des slides sur lesquels on passe très rapidement, voire pas du tout, ne nous en voulez pas, hein, c'est parce que pour être garant du temps, voilà, et terminer à l'heure. Donc, avant de rentrer très concrètement sur la discipline du design fiction, qu'est-ce que c'est, comment on en fait, et le but du jeu aussi, c'est de vous montrer plein d'exemples, vraiment concrets de choses qui ont été réalisées dans le cadre de nos formations et sur lesquelles on travaille. On tenait à vous faire une petite introduction sur le rapport qu'a eu l'humanité au futur. Et donc, on va faire en sorte d'aller le plus vite possible. Donc, on aimerait commencer avec vous avec le premier grand paradigme, l'art de la divination. En Occident, en Grèce notamment, le premier paradigme, c'est la mythologie. Quand l'être humain réfléchissait au futur, il se tournait vers différents dieux. On était sur des religions polythéistes. Et en Orient, et notamment en Inde, en Chine et en Amérique du Sud, eux, c'était l'astrologie. Donc on voit bien qu'il y a un trait commun qui est qu'on se tourne vers les cieux, le regard porté vers le ciel, dans un cas de figure pour se référer à des divinités, dans l'autre cas de figure pour analyser la position des astres et des étoiles, pour prédire le futur. On avance rapidement pour passer directement au deuxième paradigme, qui est l'art de la prophétie. Qui dit prophétie dit l'arrivée des prophètes et donc des grandes religions monothéistes. En attendant, d'un point de vue du paradigme et du système de pensée, c'est fondamentalement pas si différent que ça, donc on préfère avancer, d'autant plus dans une école comme l'Institut catholique de Paris, où vous connaissez déjà ces sujets, à mon avis, par cœur. Donc on préfère s'attarder un peu plus sur le troisième grand paradigme, qui est déjà à une époque un peu plus contemporaine, en l'occurrence, que nous avons appelé l'art de la prédiction. Donc ça nous amène à la Renaissance avec un homme que vous connaissez tous, puisqu'il s'agit de Léonard de Vinci. Nous considérons avec Adrien que Léonard de Vinci était, sans même le savoir, le premier à faire du design fiction, puisque grâce à ses inventions, ce qui est important de retenir, c'est qu'elles étaient techniquement et scientifiquement irréalisables de son époque. Donc on est bien sur de la prédiction. Il invente, il prototype, il fait du design de choses qui sont techniquement pas possibles à son époque. Donc on pourrait, c'est vrai. Donc on pourrait légitimement se poser la question, mais comment fait-il ? Quel est son super pouvoir, si vous voulez ? Quelle est sa manière de penser, son état d'esprit ? Et donc là, en l'occurrence, c'est facilement réplicable, puisque Léonard de Vinci était un indéfectible curieux, qui s'intéressait à absolument tous les domaines de son époque, ce qu'on appelle un polymathe, étant quelqu'un qui maîtrise aussi bien la science que les arts. Et donc, ça c'est une première information importante qu'on va vous demander de retenir. Pour être capable de faire des prédictions, des anticipations qui s'avèrent être justes, ou en tout cas de minimiser sa marge d'erreur, eh bien, on vous incite à avoir une connaissance fine et accrue de l'état de l'art technique et scientifique de votre époque, donc du présent, de 2025. Donc vous avez tous forcément entendu parler des NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'ailleurs, elles ne sont plus si nouvelles que ça. On pourrait considérer que le N, on le supprime, et donc ce sont les TIC, les technologies de l'information et de la communication. Sachez qu'aujourd'hui, d'un point de vue technique et scientifique, on parle plutôt de NBIC plutôt que NTIC. Alors le premier N de NBIC, c'est pour ce qui va être les nanotechnologies, qui sont des technologies à l'échelle nanométrique, donc bien plus petites que le millimètre, et qui sont très utiles notamment pour tout ce qui va être le domaine de la santé. Il y a des révolutions absolument fulgurantes et époustouflantes dans le domaine. N pour nanotechnologie, le tout petit. Le B de NBIC, c'est pour les biotechnologies. Donc là, ça va être toutes les technologies qui vont avoir une incidence sur le vivant. On a notamment tous les courants de pensée du transhumanisme que vous connaissez peut-être, dont on va parler un peu plus longuement en détail, mais le B, c'est pour les biotechnologies, aussi bien l'homme que les animaux que les végétaux. Le I, c'est pour l'informatique,
Donc c'est ce qui recouvre les anciens NTIC, hein, maintenant c'est juste une lettre, c'est pour le I. Et enfin nous avons NBIC, nous avons le C, qui sont pour la cognitive, les sciences cognitives. Et donc là on parle plutôt de ce qu'on appelle les neurotechnologies. Et donc là ça va être notamment le projet Neuralink d'Elon Musk, dont vous avez tous à mon avis entendu parler. Hein. Comment analyser l'activité cérébrale, comment la connecter aux nouvelles technologies, etc. etc. Et donc c'est à notre sens, hein, c'est pas nous qui le disons d'ailleurs, prenez tous les milliardaires de la Silicon Valley aujourd'hui qui investissent des milliards d'euros sur les NBIC. Et donc, ce premier conseil qu'on a à vous donner, c'est tout du moins de vous renseigner sur ces sujets. Ne pas être simplement spectateur et de vous dire on va devoir subir tellement ces gens ont une influence financière, une influence politique, etc. Plutôt que de subir leur lubie et leur vision du monde, et nous aussi on a un rôle à jouer en tant que citoyen. Et donc c'est tout du moins important de se sensibiliser, de s'intéresser à ces sujets. Donc voilà, premier conseil qu'on a à vous donner, ayez une connaissance fine et accrue de l'état de l'art technique et scientifique de notre époque. Jules Verne faisait ça très bien aussi. Hein. Prenez n'importe lequel de ses romans. Hein. Dans ses romans, il parle des progrès scientifiques de son époque, et donc de la révolution industrielle, et donc il en profite pour aller un cran plus loin. Et je vous ai mis différents exemples que vous connaissez par cœur. Hein. Le sous-marin dans 20 milieux sous les mers, il est techniquement irréalisable de son époque, de son temps. De la Terre à la Lune, c'est la même chose. Le roman a été écrit 100 ans avant la mission Apollo en 1969. Hein. Donc on est vraiment sur des prédictions qui se sont avérées justes par la suite, mais ça c'est l'avenir qui nous le dit. Et d'ailleurs, il s'en cachait même pas. Il faisait aussi de la science-fiction au sens commun du terme, tel qu'on connaît tous. Hein. On vous a mis là notamment une nouvelle, écrite en 1889. Et alors là, il n'y est pas allé avec des pincettes, hein, puisqu'il fait une projection 1000 ans en avance. On va passer très rapidement sur cet exemple, mais qui est quand même intéressant. Vous avez une exposition universelle à Paris en 1900, dont le thème était le bilan d'un siècle. Donc quelle excellente occasion de faire le tour de l'état de l'art technique et scientifique de 1900, du début du XXe siècle. Et donc le gouvernement français a fait appel à des illustrateurs pour essayer de prédire ce qu'allait être l'an 2000. Et donc là, on a de la chance, comme on est en 2025, on a le recul suffisant. Et donc regardez les visions des Français en 1900 de l'an 2000. Donc est-ce qu'on vit dans le monde qui est dépeint sur les illustrations que vous voyez là? En l'occurrence, non. Mais ce qui est intéressant, c'est dans ce que ça convoque au niveau des imaginaires. Puisque 1900, il faut se dire que ça y est, toutes les grandes explorations ont été faites. Hein. L'Europe a découvert l'intégralité de la surface du monde. Et donc, au niveau des imaginaires, c'était plus très excitant. Ça y est, on en avait un peu fait le tour. Et donc, se pose légitimement la question de quels sont les territoires à conquérir. Et donc, naturellement, on va aller essayer d'investir et de conquérir les airs, mais également les fonds marins. Okay ? Le XXe siècle a passé. Ces deux territoires ont été conquis. Se pose donc la question de qu'est-ce qui reste à conquérir. L'espace, on peut aller encore plus loin que les airs. Et donc, depuis la mission Apollo, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, le spatial, prenez Elon Musk, hein, désolé de reprendre cet exemple, mais bon, ça reste une des figures médiatiques qui arrive à influencer et à nous infuser ces petites graines dans nos propres imaginaires. Hein, ça a une conséquence assez énorme, avec son projet de terraformation de la planète Mars. Hein. Donc, l'espace, ça continue un peu à susciter de l'excitation au niveau de nos imaginaires. Il y a le virtuel également, tous les espaces numériques. Mais bon, on va dire que depuis les années 90, c'est pareil. Hein. Ça s'est tellement démocratisé qu'aujourd'hui, en 2025, c'est plus vraiment ce qui nous excite. Et donc, question à vous poser, est-ce que vous avez une idée des territoires qui restent à conquérir? On a fait le numérique, on a fait l'espace, on a fait l'intégralité de la Terre aussi bien en haut, en bas. Et donc, qu'est-ce qui nous reste en fait? Excellente remarque, bravo de l'avoir dit aussi rapidement. Nous, le dernier territoire à conquérir, c'est nous-mêmes, le corps humain. Et donc, voilà d'où part et où s'inscrit cette mouvance transhumanisme, hein, du recul de l'âge de la mort, la quête de l'immortalité, etc., etc. L'homme, quelque part, cherche à devenir Dieu, littéralement. Voilà pourquoi on a voulu faire cette petite introduction sur cette partie. On quitte ce paradigme pour avancer dans le temps et arriver à nos époques plus contemporaines sur l'art de l'anticipation. Tu me dis, Adrien, si tu as des remarques ou des retours à faire. Ce qui est important là que vous reteniez, hein, désolé, on va vite, hein, on peut en parler pendant des heures et des heures, c'est des sujets qui nous passionnent. Vous avez un documentaire Arte qui vous parle des grands auteurs de SF que vous connaissez peut-être déjà. Aldous Huxley, George Orwell, Isaac Asimov, les grands classiques de la science-fiction. Ce documentaire est absolument génial. Je réfute juste simplement le titre.
quand la science-fiction décrivait notre époque. Et donc là, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'une œuvre de science-fiction parle bien plus des préoccupations de son époque au moment où elle est écrite que du futur. Et donc on va y venir plus tard, mais c'est ça qui est intéressant dans notre discipline et dans le fait de se projeter dans le futur. Ce n'est qu'un prétexte en fait pour venir interroger le présent. Okay, donc prenez 1984 de George Orwell, hein, qui est l'œuvre la plus connue. C'est important d'avoir le contexte historique dans lequel elle s'est écrite. Et quand on analyse cette œuvre, bien sûr qu'elle est très descriptive du monde dans lequel on vit à bien des égards, mais elle est aussi éclairante et renseignante sur les préoccupations de l'époque. Et donc ça, c'est souvent une confusion, quelque chose qui n'est pas très bien compris. Et donc on tenait à appuyer sur ce point. Pour rentrer un peu plus dans le concret, vous faire une petite étude de cas sur une thématique précise, à savoir celle de la visioconférence, qui s'est beaucoup démocratisée depuis le Covid. On a trouvé ça intéressant pour souligner quelques points. Et en faisant le parallèle, les liens qui existent entre la science-fiction et l'innovation. On va donc partir d'une spéculation d'Isaac Asimov, qui est un des grands auteurs de SF, qu'il a réalisé au micro de la BBC en 1964. Le but de l'interview était d'imaginer le monde tel qu'il pourrait être en 2014. Donc vous voyez qu'on se fait une projection à plus 50 ans. Il vous dit donc dans cette interview, l'écran vous permettra de voir les gens que vous appelez. Aujourd'hui, ça nous semble être d'un bon sens absolu, mais à l'époque, il fallait être sacrément culotté et sacrément visionnaire quelque part pour faire ce genre de prédiction. 4 ans plus tard, vous avez un de nos réalisateurs préférés, Stanley Kubrick, qui a sorti le film anthologique 2001, l'Odyssée de l'espace. Et donc, on vous a mis un screenshot du film où vous pouvez voir un anachronisme quand même assez dingue, étant donné que donc on est dans un vaisseau spatial, et sur la table du vaisseau spatial, vous avez littéralement 2 iPads. Les mêmes dimensions, la même finesse que de l'écran, les mêmes fonctionnalités. Tout ça quasiment 50 ans avant la présentation de ce device, hein, de l'iPad, par Steve Jobs lors de sa keynote. Donc la question qu'on souhaitait vous poser, c'est tous ces gens, que ce soit des auteurs de science-fiction, des scénaristes, réalisateurs de films, et des entrepreneurs, hein, Adrien pourrait vous en parler longuement du mythe de l'entrepreneur, vous prenez Zuckerberg, Musk, on en a parlé, Jobs, ils se revendiquent tous comme étant des fans inconditionnels de science-fiction, qui viennent nourrir et abreuver leurs imaginaires et dont ils s'inspirent beaucoup pour créer finalement, enfin pour faire en sorte que la réalité rattrape la fiction, et leurs innovations qu'ils créent s'inspirent énormément de la science-fiction. Donc à la question, sont-ils si visionnaires que ça? Oui, hein, bien sûr, ça reste des gens brillants, c'est pas du tout ce qu'on veut remettre en cause. On cherche juste à vous faire comprendre que ça s'inscrit dans une filiation bien plus ancienne, et qu'en fait, des occurrences de visioconférences dans la science-fiction, ça existe depuis la fin du 19e. Exemple ici, la fin du 19e, les fameuses illustrations qu'on vous a montrées en l'an 2000, c'est la même chose. 10 ans plus tard, le téléphote, vous voyez, dans une nouvelle d'Hugo Gernsback. 3 ans plus tard, le photophone. Alors, les formes des dispositifs changent, les noms aussi, mais la mécanique est fondamentalement là. Il faut attendre la fin des années 20 pour que la réalité rattrape la fiction et qu'on ait le premier appel vidéo qui s'effectue vraiment. Puis, comme toute technologie, elle se miniaturise, hein, et elle est rendue plus démocratique. Donc, dans les années 60, on a des dispositifs miniatures dans les foyers qui commencent à arriver. Et donc, vous voyez bien que si je reviens en 1968 dans l'œuvre de Kubrick, dans son film, il fait exactement comme Jules Verne, exactement comme Léonard de Vinci. À la fois, il dépeint l'état de l'art technique et scientifique de son époque, et il en profite pour aller 1, 2 ou 10 crans plus loin, en disant « Ok, si aujourd'hui j'en suis là, voilà demain potentiellement ce qui pourrait advenir. » Et en l'occurrence, il ne s'est pas trompé. Vous comprenez un peu cette mécanique du lien, de la filiation qui existe entre science-fiction et anticipation. Donc ça, c'est une slide super importante. La science-fiction nourrit l'innovation, qui à son tour vient challenger la science-fiction, qui à son tour challenge l'innovation, et c'est un jeu de ping-pong et une mécanique presque sans fin. Okay, il existe donc une filiation entre un objet technique dans notre réalité et un objet fictionnel. L'innovation se nourrit de la SF et vice-versa. Petit clin d'œil pour la conclusion, regardez cet exemple. Vous connaissez peut-être la série Star Trek, où vous avez un appareil sur votre gauche, le Communicator, dont les ingénieurs et designers de chez Motorola se sont directement inspirés pour créer le premier téléphone à clapper, qu'ils ont d'ailleurs appelé le StarTAC, en référence directe à la série Star Trek.
Voilà, on en a terminé avec, désolé, on pourra en parler beaucoup plus longuement, ça fait l'objet de journées entières dans nos modules traditionnels, mais là on doit aller vite. On termine donc avec l'art de la prospective, là ça y est, on arrive à nos époques plus contemporaines. Cocorico, c'est français, ça a été théorisé au début en France par Gaston Berger, qui a créé le Centre d'études prospectives, puis ces premières approches ont été appliquées par les Américains dans un contexte de guerre froide, une guerre de dissuasion nucléaire, et donc vous voyez bien la nécessité de faire de la prospective, c'est-à-dire d'élaborer des scénarios afin d'anticiper ce qui pourrait arriver. Si c'est toi qui me lances la bombe en premier, comment est-ce que je réagis? Si c'est moi qui la lance en premier, comment est-ce qu'eux pourraient réagir? Il y a une vraie nécessité stratégique, voire même impérieuse pour un État, de faire de la fiction, de la prospective, en élaborant des scénarios. C'est également, donc vous voyez, dans le domaine militaire et gouvernemental très utile. C'est aussi très utile pour les entreprises. On vous a parlé de Swile, du Palais de Tokyo et de tant d'autres. En l'occurrence, les compagnies pétrolières en ont notamment beaucoup fait dans les années 70 pour essayer d'anticiper les chocs pétroliers. Et donc, vous avez un Français à nouveau qui a bossé pour eux et qui a fait économiser plusieurs milliards d'euros à Shell, qui était son employeur à l'époque, en réussissant à anticiper les 2 prochains chocs pétroliers. C'est également utile au niveau scientifique. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un rapport qui a fait date, le rapport Meadows, autrement appelé les limites de la croissance. Donc c'était un couple de scientifiques qui travaillaient au MIT, Massachusetts Institute of Technology, donc inutile de vous dire que c'est quand même le haut du panier. Et donc ils ont fait un modèle algorithmique. Donc vous voyez qu'en entrée, la partie grisée sont des données réelles qui ont été rentrées dans l'algo entre 1900 et 1970. Production de services, production industrielle, les données démographiques, bref, plein de paramètres en entrée. Ils ont fait tourner leur algorithme avec ces données réelles et leur algorithme, en termes de résultats, leur a dit qu'entre 2010 et 2030, on le voit bien d'ailleurs avec les courbes, effondrement du système au vu des paramètres en entrée. Ce constat les a alertés et alarmés. Ils ont bien vérifié leurs calculs, histoire d'être sûrs de ne pas se décrédibiliser aux yeux de la communauté scientifique internationale. Et ils étaient tellement sûrs et de leurs modèles et de leurs données qu'ils ont créé ce rapport qui a fait date depuis comme étant le premier à alerter sur une croissance infinie dans un monde fini. Vous savez très bien que la Terre est un monde fini. Donc vous voyez que c'est très utile également pour les scientifiques. Voilà, et ça on en a déjà parlé. Donc voilà, en résumé brièvement, tout ce qu'on vient de vous dire avec les 5 grands paradigmes du rapport de l'humanité au futur. En l'occurrence, le design fiction, nous y venons enfin concrètement, est une méthodologie prospective parmi tant d'autres. Il en existe des dizaines, pour ne pas dire des centaines de différentes. Et donc nous, avec Adrien, nous faisons maintenant depuis quelques années du design fiction, qui est une des méthodes prospectives. Alors, il faut bien que vous compreniez que c'est une discipline qui est relativement récente, étant donné qu'elle est née en 2008. Elle est née de la rencontre des idées d'un auteur de science-fiction cyberpunk, qui s'appelle Bruce Sterling, et des idées d'un designer, qui était un designer d'interaction chez Nokia, et qui s'appelle Julian Blicker. Et donc c'est eux deux qui ont autorisé le design fiction. Donc s'il vous plaît, tous ensemble dans cette salle, vous voyez qu'on est dans le présent, et donc on va à partir de maintenant porter notre regard vers le futur, et vers le futur possible. Les scénarios des petits hommes verts qui débarquent sur Terre, c'est des très bons scénarios de science-fiction, mais quand on fait du design fiction, on cherche à être crédible. Donc on écarte complètement ce qui relève du domaine de l'impossible. On reste dans le champ des possibles. Si je viens affiner un petit peu le spectre du champ du possible, je peux passer au champ du plausible. Et du champ du plausible, je peux passer au champ du probable. J'espère que les nuances sont claires pour vous toutes et tous. Et donc, quand on fait du design fiction, on se positionne entre le domaine du probable et le domaine du plausible, sachant que personne n'a de boule de cristal, donc on n'est pas sûr d'avoir forcément raison. Et donc, on voulait attirer votre attention sur un point en particulier, qui est que vous voyez bien qu'on peut très bien créer des scénarios et nous projeter dans des futurs qui sont plutôt à visée utopique, les fameux futurs désirables et souhaitables, mais également des futurs dystopiques. Et donc nous, ce qu'on adore avec le design fiction, c'est d'être entre les deux. Si vous nous dépeignez un monde des bisounours où tout va mieux, etc., vous vous rendez bien compte qu'au niveau de la narration, de la puissance du récit, c'est pauvre, c'est plat. On est sur quelque chose de monolithique et de beaucoup moins intéressant que si c'est nuancé, où on voit à la fois les avantages, les bénéfices,
que pourrait avoir ce scénario ou les projets de design fiction, mais immédiatement après et dans le même temps, hein, avec le même équilibre, on voit aussi les risques, les menaces qui sont engendrées par ces potentiels scénarios. Donc la posture qu'on adopte, nous, c'est d'être entre les deux et que les projets que l'on fait provoquent du coup du débat. Vous vous rendez bien compte qu'ils sont non consensuels. On essaye aussi d'être un peu provoquant, ça fait partie de l'ADN de notre discipline. Gaston Berger, le fondateur de la prospective, aimait bien parler d'indiscipline intellectuelle plutôt que discipline. Et donc ce qu'on préconise à nos étudiants, c'est d'être le plus indiscipliné possible, mais au sens premier du terme. Et c'est d'ailleurs génial de travailler avec des étudiants parce qu'ils ne sont pas encore trop formatés, cantonnés par le monde de l'entreprise, le fait de vouloir plaire, de vouloir bien faire les choses. Et donc on adore particulièrement bosser avec les jeunes générations et avec les étudiants. Donc concrètement, notre méthodo se déroule en 6 parties. Donc je passe la première, hein, puisque c'est ce qu'on est en train de voir ensemble, hein, avoir un socle commun de connaissances qui nous permettent de passer à la suite. La première chose qu'on fait, donc c'est l'étape numéro 2, on va venir se mettre dans le présent et essayer de trouver ce que l'on appelle des signaux faibles. Alors je vais vous donner un exemple très concret. Signal faible numéro 1, Emmanuel Macron qui fait une vidéo avec McFly et Carlito il y a quelques années. Vous allez voir où je veux venir. Signal faible numéro 2, Donald Trump a fait une carrière dans la télé-réalité avant. Signal faible numéro 3, Zelensky, le président ukrainien, c'est exactement la même mécanique, hein, il a fait beaucoup de théâtre, il vient du monde de la culture et du divertissement. Donc vous voyez que je viens trouver dans le présent plein de signaux faibles, ça peut être une actualité, un fait scientifique, une statistique, bref, peu importe, de la matière concrète, que je vais venir agréger, réunir, pour en dégager ce qu'on appelle des tendances lourdes. Okay ? Et donc, ce qui me permet de dire, donc ma tendance, ça va être, il y a une polarisation entre le monde politique et le monde du divertissement, qui est complètement nouvelle hein, et qu'on ne voyait pas avant. Et donc, ce qui me permet que ce soit une tendance, ce qui me permet de le justifier et de l'argumenter, ce sont tous les petits signaux faibles que je vais venir accumuler et qui me permettent de légitimer ma tendance. Et du coup, d'y croire, hein, ce n'est pas une tendance qui sort de mon chapeau, elle est étayée, elle est argumentée, elle est sourcée, elle est justifiée avec tous les signaux faibles que j'ai pu trouver au préalable. Donc vous voyez que cette étape, elle est super importante, puisqu'elle va nous servir, et là je vais laisser la parole à Adrien, elle va nous servir de base, de fondation, toutes ces tendances que l'on a identifiées, comme étant les bases et les fondations de notre vision du futur, qui est l'étape numéro 3. Vous voyez bien qu'une fois qu'on a effectivement ces signaux faibles, puis ces tendances lourdes vont nous permettre de créer le monde du futur que vous souhaitez. Et donc si on se dit que dès aujourd'hui, on a une tendance qui prend forme sur un monde politique qui est de plus en plus poreux avec le monde du divertissement, qu'est-ce que ça donne en 2050 ? Et à partir de là, vous tirez le fil et puis vous imaginons la France, sa démocratie ou un autre régime politique où cette tendance, elle est à l'œuvre depuis 20 ans. Hein, donc c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que maintenant qu'on a tout un tas de tendances, alors on ne rentre pas dans les détails, mais on a des matrices de choix, on peut les pondérer, etc. Grâce à ces tendances, on va construire la société qu'on imagine en 2050. Et là, ceux qui font la méthodologie sont libres de choisir la société qu'ils veulent voir ou pas advenir. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans n'importe quel roman de science-fiction ou un épisode de Black Mirror ou un film de science-fiction. Hein, on fait des choix de société. Donc on change la loi, on change la constitution, on change le comportement des gens, on change l'usage de la technologie, etc., etc. Et donc en s'amusant avec ces tendances, on donne vie à des récits, à des scénarios. Hein, donc on plante le décor. Hein. En fait, cette étape 3, elle vise à planter le décor de votre société à 2042, 2050, 2070, pour qu'on soit capable de s'y projeter. Donc ce qu'on demande à ceux qui font ce voyage avec nous, c'est de véritablement écrire ce décor, à quoi ça ressemble la société. Hein, il faut se projeter dedans. Donc c'est un peu comme si là, on se projetait tous ensemble dans la rue d'Assas en 2050, et puis vous regardez autour de vous, et là vous la décrivez. Hein, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui est resté la même chose ? Hein, et là, on est directement projeté dans un scénario du futur. Donc ça, c'est ce qu'on fait en étape 3, qui est très, très, très important, pour ne pas avoir une emprise sur le futur qui est un peu abstraite ou en surface. Hein, ce qui est très important, c'est de projeter le futur de manière très concrète, en faisant des choix. Et faire des choix, c'est toujours laisser de côté d'autres choses, mais ça doit être très tangible, très concret. On doit être capable de se projeter littéralement dans le monde.
Je ne fais pas de cours sur le storytelling ici, mais pourquoi c'est important? Parce que vous allez être en capacité, une fois que vous avez fait ça, de visualiser le monde. Donc si vous le visualisez, c'est plus simple de s'y projeter. On demande à ceux qu'on accompagne d'avoir un protagoniste, donc vous allez entrer en empathie avec le protagoniste, donc vous allez commencer à partager des émotions, des choses avec cette personne, vous vous mettez à sa place, et donc là vous voyez qu'on tisse les liens de la puissance du storytelling. Et donc c'est pour ça que l'étape 3 elle est importante, c'est de faire advenir un nouveau monde qui n'existait pas dans le futur. Donc jusqu'à présent, vous voyez bien qu'on était dans l'ordre des idées, de l'intellectuel, de la fiction, et donc ça y est, on a coché la case de la fiction. Vient maintenant le temps de parler un peu de design, puisque le but c'est d'atterrir, de matérialiser vraiment concrètement, de donner vie, de donner corps littéralement aux idées qu'on a imaginées grâce au scénario et aux étapes préalables. Donc c'est en ça que le design est vraiment utile, pour éviter le sempiternel livre blanc, vous savez, qui fait des cinquantaines de pages et que personne ne lit jamais. Les scénarios c'est très bien et c'est très important, mais le design dans le design fiction est aussi absolument crucial. Donc là la 4e étape, c'est de prototyper concrètement des expérimentations. Ça peut tout aussi bien être un objet, quelque chose de palpable, de physique, que quelque chose de complètement immatériel. On peut aussi faire, quand on fait du design fiction, on prototype des services, des choses immatérielles. À ça, nous, on aime bien l'étape 5, c'est-à-dire rajouter une petite surcouche de communication avec les vidéos, enfin bref, on a plein de différents livrables qui permettent d'asseoir la légitimité et la crédibilité des prototypes de design qu'on est venu créer. Et enfin, la dernière étape, l'étape 6, qui est presque la plus importante au final dans la méthodologie, c'est la partie débat. Et donc c'est ce qu'on va faire ensemble à partir de maintenant. Là, ça y est, on a fini, on espère ne pas avoir été trop long sur la partie un peu théorique sur ce dont il s'agit. Et donc là, maintenant, on va vous présenter plein de projets de design fiction qui ont été réalisés dans le cadre de nos formations par des étudiants. Donc c'est des étudiants entre Bac+3 et Bac+5 qui ne sont pas crédités sur les slides, mais si vous allez sur notre site internet, sur la partie Le Studio, la partie à propos si vous voulez, vous avez le nom de tous les étudiants qui ont travaillé sur ces projets. Et donc ce qu'on adore dans cette phase de restitution, c'est que souvent les équipes, on demande d'incarner les pros versus les anti, afin d'avoir vraiment un argumentaire détaillé, des avantages, des bénéfices apportés par la solution, mais également des risques et des menaces qu'elle peut engendrer. Ça, c'est... Oui. Une question, il s'agit donc d'étudiants bac, de quel profil? Alors, Bac+3 à Bac+5, et tous les projets que vous allez voir, ce sont des étudiants d'écoles de la tech, d'écoles du design et d'écoles d'ingénieurs, qui sont les 3 typologies de profils avec lesquels on travaille. Ce qui est important, vous voyez, donc déjà, vous vous souvenez un peu de cette grande frise qu'on a vue historique sur le futur. Vous voyez que l'homme, avec un grand H majuscule, donc les hommes et les femmes, ont toujours cherché à appréhender le futur. Ça fait partie un peu de la manière dont on vit ou dont on est au monde. Donc il y a l'astrologie, il y a plein de choses, et d'ailleurs, ça ne se substitue pas. On pourrait penser qu'après l'avènement des Lumières, la Renaissance, etc., c'est la fin de l'astrologie ou des croyances un peu ésotériques. Pas du tout. C'est cumulatif. Vous pouvez être un scientifique de très haut vol et tirer les cartes. Il n'y a pas de substitution. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce qu'on vous présente, c'est une autre manière, c'est pour ça que c'est récent, c'est 2008, mais c'est une autre façon d'appréhender le futur. En réalité, des manières d'appréhender le futur, il y en a tout un tas. Et donc ça, c'est hyper intéressant. La deuxième chose, et c'est le dernier point du débat, le point 6, c'est qu'effectivement, le design fiction permet d'être toujours sur une ligne de crête de l'ambiguïté. Ça doit provoquer le débat. En fait, ça doit être dérangeant. C'est-à-dire qu'un projet de design fiction qui est réussi ne peut pas être consensuel. C'est-à-dire que si tout le monde est d'accord dans la salle, c'est raté. C'est-à-dire que l'objet de cette discipline, c'est précisément qu'on ne soit pas d'accord. C'est-à-dire que il doit y avoir des gens qui refusent parce que c'est contraire à leurs valeurs, c'est impossible pour eux d'imaginer un tel futur, ça serait horrible, etc. Et des autres qui disent mais si, mais bien sûr que si, regarde, petit A provoque petit B, puis on va y arriver, puis d'ailleurs regarde, il faut qu'il y ait les deux. Et c'est ça qui est passionnant dans cette discipline, c'est que c'est littéralement une discipline ou une indiscipline du débat en fait, de la provoque en fait. Et c'est vraiment ça qui doit nous pousser à nous faire réfléchir. Donc c'est vraiment de la nuance. C'est des choses qui se croisent, qui sont parfois contradictoires, parfois on n'a pas la réponse, et je pense que c'est très important. Je dis ça parce que je reviens, vous vous souvenez du grand triangle avec l'utopie et la dystopie. Il y a un énorme problème aujourd'hui, c'est que si vous écoutez tous les utopistes et ceux qui produisent des récits enthousiasmants, on a un problème, c'est que manifestement ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord que si
On nous propose un récit enthousiasmant et utopiste, durable, régénératif, tout ce que vous voulez. On est en droit de se dire que ça devrait marcher en fait. Enfin, on devrait tous épouser ça. Enfin, on est tous d'accord que s'il y a récit positif, alors il devrait y avoir comportement positif. Enfin, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? En fait, ce qui ne fonctionne pas, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Il ne suffit pas de raconter une histoire positive pour que immédiatement, de manière causale, il y ait l'action qui suive. Ce que les anglo-saxons appellent le story acting. En fait, il y a une énorme différence entre le storytelling et le story acting. Alors c'est plus simple de faire croire qu'il faut des récits positifs et vous allez voir, la société va changer positivement. C'est plus simple de le dire. Mais manifestement, enfin, moi je regarde un peu dans le rétroviseur, ça ne marche pas. De la même manière, c'est pas parce que vous regardez et que vous adorez des choses horribles sur toutes les plateformes qui sont à notre disposition que l'horrible arrive. Parfois, mais pas tout le temps. Heureusement. C'est encore une fois beaucoup plus compliqué que ça. Donc ce qui est intéressant dans cette discipline, c'est qu'elle permet d'être entre les deux, en fait, et de jouer et de basculer entre les deux en permanence. Donc ce qu'on va venir chercher en permanence, et je voulais vraiment terminer là-dessus, qui est un truc qui devient malheureusement de plus en plus rare, c'est en fait ce qui est non extrémiste, c'est-à-dire la nuance, la diversité, le métissage, le désaccord, etc. Et c'est ça qu'on vient en réalité chercher. Et cette discipline, elle est fantastique précisément à cet endroit-là. Et les exemples qu'on va vous montrer maintenant, qui sont des exemples concrets, vous allez voir que normalement, dans la salle qui est ici, va provoquer des réactions qui ne seront, nous l'espérons, pas consensuelles. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, on va commencer avec une première expérimentation. Rapidement, on va vous parler des tendances, on va vous dérouler un peu la méthode. Donc là, les tendances qui ont été identifiées, je fais vraiment synthétique, on pourrait l'expliciter bien plus longuement. Montée de l'IA, essor de l'IA qui supplante de plus en plus de métiers. Conséquence directe de quoi? Montée du chômage massive, perte de sens de la population, hausse des incivilités et de l'insécurité. Je vous la fais vraiment courte, mais c'est juste que vous ayez pour planter le décor. En vient donc une question légitime qui est « Et si les bonnes actions des citoyens étaient encouragées, ce qui est déjà une chose, mais aussi récompensées ?» Des exemples de qu'est-ce qu'on appelle une bonne action. Cède ta place à cette personne prioritaire dans les transports et tu gagneras ton prochain ticket et des points d'expérience. Donc vous avez peut-être entendu parler du crédit social à la chinoise, où les citoyens sont notés, évalués, et on les pénalise pour les mauvaises actions qu'ils réalisent. Et bien là, en l'occurrence, on twiste la chose, on fait l'inverse, on valorise les bonnes actions. Avec un système de gamification inspiré de la mécanique des jeux vidéo, où vous agrégez des points qui vous font monter en niveau. Oui. Complètement. Alors là, c'est génial. Donc là, toi, tu vois un aspect négatif qui est évident. Et on va essayer de voir un peu cette balance qu'on essaie de vous expliquer. On voit les potentiels avantages induits par ce genre de situation. Et en même temps, je suis désolé, mais c'est triste. Est-ce que j'ai forcément besoin d'avoir un dispositif technologique, on va le voir, qui m'incite à faire des bonnes actions? Est-ce que j'ai envie de vivre dans ce monde-là? Honnêtement, pas tant. Et en même temps, si ça permet d'être sur un cercle vertueux qui incite les gens à faire des bonnes actions, où est-ce que je me situe, quoi? Et on voit tout de suite la tension que ça commence à créer. Et c'est ça qui est absolument génial. Bon, vous avez compris la mécanique avec les différents exemples. Et donc, quelle forme ça prend concrètement? Parce que vous pourriez nous rétorquer, vous êtes bien mignons, c'est gentil, mais comment est-ce qu'on fait pour analyser le comportement des gens et s'assurer qu'ils font des bonnes actions? Donc, voilà le packaging d'un produit que vous pouvez aller acheter en magasin. Et donc, vous avez un bracelet. Donc je vous montre directement les rendus 3D du bracelet. En 2050, on considère que les interfaces telles qu'elles existent aujourd'hui seront beaucoup moins utilisées. Tout passera beaucoup plus par la voix. Et donc là, en termes de signaux faibles, vous connaissez Google Home, Alexa, etc. Bon, légitimement, on peut considérer qu'en 2050, ça passera par la voix. Donc vous avez une petite caméra à l'intérieur de ce bracelet connecté qui analyse en temps réel vos moindres faits et gestes. Et si jamais vous voulez communiquer avec ce bracelet, vous communiquez par la voix. Et donc la petite sphère violette que vous voyez, il faut l'imaginer mouvante et vous êtes en train de dialoguer et de discuter avec ce bracelet. Donc quand vous achetez le bracelet, bien sûr, on vous donne également un guide d'utilisation. On vous explique en détail les étapes sur comment ça marche pour synchroniser, initier votre bracelet. On a quand même de l'interface, une sorte de dashboard pour monitorer ces résultats. Elle marche la vidéo ou pas? Théoriquement, c'était une vidéo, je ne sais pas pourquoi elle marche. Ah, ça a marché?
Ouais, super. Et donc là, vous voyez l'exemple, si je fais du maraudage pour aider les sans-abri ou que j'aide dans des centres pour les animaux ou pour planter des arbres, bref, plein de différentes actions et qui nous incitent tout de suite à monter en niveau et à en faire de plus en plus. On vous montre une petite vidéo, alors désolé, elle est en anglais, j'espère que vous êtes tous plutôt anglophones, de ce que ça peut donner. Voilà, 45 secondes de vidéo, le petit effet waouh qui va bien. Et donc vous voyez l'importance du design en fait. J'avais presque pas besoin de vous parler du scénario et des tendances, on est tout de suite confronté au projet, on voit les questionnements que ça engendre dans notre présent. Et effectivement, donc ta remarque, elle est bonne. Tu vois tout de suite, parce que ce groupe-là, il faut bien se mettre à leur place. Ils voulaient imaginer une société vertueuse, plus vertueuse, donc une utopie. Et on voit bien, et ça, on le voit dans tous nos ateliers, dès qu'on est sur cette piste, on n'a qu'une envie, c'est de faire casser la gueule à l'utopie. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, mais comment ça peut mal tourner cette histoire? Parce qu'en fait, on invente le meilleur service, le meilleur produit, et puis on se rend compte qu'il y a des mésusages, ou alors si on tire le fil dans cette direction, très vite, on va basculer de l'autre côté. Et là, vous avez la surveillance, le contrôle, on peut imaginer des resquilleurs qui vont essayer d'utiliser la chose différemment. Et donc très vite, on bascule de l'autre côté. En tout cas, là, le groupe avait fait vivre aussi ses contre-arguments. Et donc vous allez voir que dans tous les projets, c'est toujours un peu comme ça. D'accord ? Et d'ailleurs, de la même manière, si vous avez déjà un peu essayé d'écrire des dystopies ou d'envisager le pire, on n'a qu'une envie par réflexe, un peu anthropologique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Donc on voit bien qu'on est toujours entre les deux. Donc je le reprécise, on se situe toujours là, mais ta première réaction, tu as tout de suite vu qu'il pouvait y avoir un endroit où malheureusement, ce n'est pas aussi beau qu'espéré. Et donc Pépé, petit clin d'œil, puisque je sais que c'est quelqu'un qui est cher à ton cœur, Bernard Stiegler, qui est un grand philosophe français, paix à son âme d'ailleurs, il nous a quittés il y a peu, parlait de pharmacone et de concept de pharmacologie en expliquant que chaque innovation technique ou scientifique était pharmacologique, c'est-à-dire tout en même temps poison et tout en même temps remède. Okay, donc on voit bien l'aspect positif et l'aspect négatif engendré par ces projets. Autre sujet, autre ambiance. Donc là, les tendances identifiées, je vais vous prendre juste cet exemple. Les classes moyennes des pays émergents, notamment la Chine et l'Inde, cherchent de plus en plus à vivre à l'occidental et à consommer de la viande. Et donc comment fait-on pour pourvoir cette demande de plus en plus croissante en viande, sachant que dans le même temps, il y a le respect du bien-être animal, etc., qui sont des thématiques de plus en plus actuelles. Et donc la science nous montre qu'aujourd'hui, ça devient facile, je mets des guillemets, mais c'est honnêtement, on n'en est vraiment pas loin, ça devient facile de modifier génétiquement le vivant. On a l'exemple avec les végétaux depuis pas mal d'années, vous savez très bien, les OGM, et donc c'est techniquement et scientifiquement largement possible de le faire sur des animaux. Alors il y a des garde-fous et des barrières morales et éthiques qui sont très importantes, et particulièrement en Europe, mais en tout cas d'un point de vue technique et scientifique, c'est possible. Et donc les étudiants, là, ont voulu faire un projet un peu lanceur d'alerte pour nous alerter au futur, on risque peut-être de vivre demain dans un monde où ce sera possible de le faire. Et donc voilà la forme que ça prend. Donc c'est une seringue, en l'occurrence, donc là on est plutôt sur un laboratoire scientifique. C'était donc la partie recherche et développement. Voilà les rendus 3D, la forme que prend cette seringue. On vous met une petite vidéo dans le fond, je ne sais pas si elle marche, c'est génial. Non, on ne peut pas. Donc cette seringue est à destination des éleveurs, ok. Je rentre pas dans le détail, mais en gros vous avez un plasma qu'on inocule au sein des mères, et donc c'est toute la descendance
qui aura une croissance, les enfants volailles, bœufs et porcs, en l'occurrence tous les animaux sont concernés, auront une croissance plus rapide et une masse musculaire plus développée afin de pouvoir convertir ça en viande. Donc on voit bien les questions fondamentales que ça pose. Est-ce que si la science et la technique nous autorisent à le faire, est-ce qu'on doit forcément y aller? Quelles sont les barrières morales et éthiques au niveau sociétal que l'on doit mettre pour contrer ces avancées scientifiques? On voit bien toutes les questions que ça pose. Et effectivement, sur les rendus que vous avez vus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on essaye de rendre la chose vraisemblable. C'est-à-dire, il faut qu'on y croit à la fin. C'est-à-dire qu'un bon sujet de design fiction, c'est aussi au départ, ça nous paraît complètement absurde, impossible. Vous êtes là en vous disant, mais c'est quoi encore cette ânerie? Et à la fin, vous tremblez un peu parce que vous vous dites, en fait, on n'est pas loin, ou c'est réel. Donc ça, les éléments que vous avez vus, qui sont des vrais éléments où ils ont vraiment fait le manuel d'utilisation, etc. Ils se sont renseignés l'état de l'art qu'on connaît aujourd'hui dans le présent scientifiquement, etc. On commence à se dire, mais en fait, c'est là, en fait, ça pourrait arriver. Donc ça, c'est ça qu'on essaye de toucher aussi, c'est ce côté vraisemblable. Il faut qu'on y croie. Et quand vous regardez une série télévisée, vous lisez un roman, vous faites un pacte avec l'artiste en disant je vais y croire, je vais croire à ton histoire, je vais suspendre mon jugement, ce que dans le storytelling on appelle la suspension du jugement. Là c'est un peu la même chose, il y a une suspension, puis à un moment donné, quand on revient dans le réel, on se dit en fait on n'est peut-être pas si loin. Et c'est aussi, vous voyez, une manière de penser complètement différemment notre vie, parce qu'à travers cette expérience, tout à coup, la nouvelle que vous allez regarder sur votre journal préféré le lendemain sur la modification ou les OGM, vous allez la voir différemment, parce que vous avez fait cet exercice-là. Et vous allez peut-être avoir plus de perspectives, de recul, de réflexion. Donc vous voyez que la discipline, elle vient aussi interroger ces éléments-là. Alors, passons maintenant à un sujet qui est encore malheureusement tabou dans notre société, celui de la mort. Projet éminemment poétique, et politique aussi, mais surtout poétique. Et si on se servait des cendres des défunts comme engrais naturel pour les plantes? Vous connaissez peut-être le principe de bio-urne qui existe déjà, mais là on a essayé d'aller un cran plus loin. Donc vous perdez alors c'est génial, ça commence déjà à susciter des réactions. Vous perdez un proche, vous décidez de l'incinérer et d'envoyer les cendres à l'entreprise, en l'occurrence Restingrid, qui vous restitue dans un second temps un petit flacon, avec l'engrais de la personne qui est décédée. Et donc, si vous avez la chance, comme nous, d'habiter dans un petit appartement parisien, eh bien, cet engrais peut servir à faire pousser les plantes d'intérieur. Et donc, on voit bien là le côté poétique qui est absolument génial, puisque votre être proche décédé, mine de rien, est avec vous et parmi vous, et sert à donner la vie à des organismes. Donc on voit bien, c'est le cycle de la vie, tout simplement. Arroser sa grand-mère. Ouais, alors Pépé dit arroser sa grand-mère, et on va voir, alors on va voir jusqu'où ça va, mais on va même pouvoir la manger, sa grand-mère, Pépé, tu vas voir. Puisque si vous avez la chance d'habiter à la campagne et que vous avez donc un jardin extérieur à votre disposition dans lequel il y a un potager. Donc là, la version un peu plus diluée, bien sûr, comme il y a plus de volume, mais on peut très bien se servir de cet engrais pour faire pousser les légumes de son potager. Alors est-ce qu'on est dans du cannibalisme? Évidemment non, puisque c'est juste le légume qu'on mange, mais tu vois bien que quelque part, tu pourrais manger la grand-mère aussi. Tout dépend quelle est notre sensibilité au sujet et comment on l'envisage. Moi, je ne suis pas contraire au cannibalisme en général. D'accord. On en parlera après. D'accord. Et alors, oui, pardon, on va prendre ta remarque, oui, vas-y. Vas-y. Non, mais juste une question. De manière générale, ça, c'est des produits qui essaient de s'adapter à un monde qui continue de s'accélérer. Mais est-ce que, là, c'est très technologique, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réfléchir sociologiquement? Alors évidemment, et alors en l'occurrence là, comme nous on travaille, là c'est des projets d'étudiants qu'on vous montre, donc c'est beaucoup des écoles de tech, design, ingénieurs, donc tu as forcément un tropisme très technologique. Avec Adrien, on n'est pas du tout sûr que le futur sera high-tech. On est même plutôt du postulat de se dire qu'il sera low-tech, tu vois. Donc, toutes ces questions sont hyper pertinentes et intéressantes, et on va y venir. Il y en a d'autres qui essayent de les questionner un peu plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que justement tout ce que l'on fait, même si ça passe à travers un prisme technologique, on interroge justement l'aspect socio-culturel, et c'est fondamentalement, même c'est uniquement ce qui nous intéresse dans cette discipline, c'est d'aborder ça à travers le prisme sociologique. Qu'est-ce que ça questionne en nous, dans nos croyances, dans nos usages, dans les dogmes de notre société, et c'est ça fondamentalement le cœur du truc. Et là c'est effectivement sur ça, pour terminer, là c'est particulièrement vrai parce que la mort, en fait, en France et en Europe, on a un rapport à la mort qui est assez effectivement caché. Historiquement, c'est plutôt les hôpitaux et les cimetières qui étaient d'ailleurs mis au banc des villes. C'est assez documenté, donc c'est des choses qu'on ne voit pas.
Il y a tout un tas de sociétés, pour ceux qui ont voyagé un peu, dans des cultures où la mort est omniprésente. Elle est même fêtée. Enfin, prenez le Mexique, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant. Le design fiction interroge nos pratiques et donc l'histoire de nos pratiques aussi. Donc c'est là où c'est sociologique ou anthropologique, culturel, religieux, etc. Mais c'est aussi ça que ces projets font et permet des décalages aussi géographiques et temporels. Moi, c'est une question beaucoup plus pragmatique. Si en fait, par rapport à ces projets que vous présentez, en fait, il y a un groupe d'à peu près combien de personnes qui planchent dessus, et ça prend à peu près combien de temps? Est-ce que c'est une journée de travail en accéléré? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est... Excellente question. Merci de la poser. Excellente question. Avec les étudiants, c'est souvent ça peut être des grosses promotions où ils sont en groupe, et là on les a plutôt sur des semaines, un peu comme format hackathon. On les fait travailler 5 jours d'affilée. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Sur les formats plutôt organisation, entreprise, comme on vous a présenté avec le Palais Tokyo ou Swile, là il faut imaginer plusieurs ateliers, donc ça dépend d'où on part et ça dépend jusqu'où on va. Mais plusieurs ateliers et plutôt des groupes, on va dire, d'une quinzaine, vingtaine de personnes. Donc c'est plutôt ça le dispositif pour que ça fonctionne bien. Mais vous avez vu, il y a 6 étapes. Donc si on les fait complètement, ça peut être 6 demi-journées par exemple, avec une quinzaine, vingtaine de participants qui reviennent au fur et à mesure. Sachant que là, tous les projets qu'on vous présente, ce sont donc des projets d'étudiants et ils sont entre 4 et 6. C'est des équipes de 4 à 6 personnes qu'on planchait dessus toute la semaine. Et donc voilà leur restitution. Bon, j'avance vite parce qu'on en a encore plein à vous montrer. Celui-là, on va passer. Désolé. Tac, 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 tac. Pour lutter contre la dépression. Oui, tout dépend après. Est-ce que vous seriez prêt éventuellement à rester 5 minutes de plus? Parce que Pépé nous a dit qu'on devait terminer pour 30, mais Alors, oui, bon, ok. Dites-nous si vous en avez marre ou que vous voulez qu'on aille plus vite. Mais attendez, pardon. Tac, 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 tac. Donc, vous vous souvenez du NBIC, les nanotechnologies, donc des nanorobots qui se baladent dans vos vaisseaux sanguins, dans votre cerveau, etc. Il y a déjà plein de projets de recherche qui sont en cours sur ces questions. Et donc là, une équipe s'est posé la question, est-ce que ça ne pourrait pas servir à lutter contre la dépression? C'est-à-dire concrètement, vous allez avoir des nanorobots qui se baladent dans votre corps et qui vont analyser, qui vont monitorer les sécrétions de différentes hormones, dopamine, sérotonine, toutes les hormones liées au bonheur. Et donc, d'un point de vue préventif, en fonction de votre sécrétion de ces hormones, on pourra savoir si vous avez besoin soit d'aller consulter un psy, soit d'aller sortir simplement dehors, prendre un bain de soleil, enfin bref, plein d'actions à mettre en place pour permettre de lutter de manière préventive contre la dépression. Donc quelle forme ça prend? Donc si vous pouvez ingérer ces nanorobots tels qu'on le ferait aujourd'hui avec des médicaments. Pour ceux qui n'aiment pas ingérer des médicaments, on a également, vous savez, les sprays à ventoline quand on a de l'asthme. C'est également une technique pour ingérer ces nanorobots. Comme c'est encore plus petit qu'un millimètre, donc c'est quelque chose d'imperceptible à l'œil. Donc on ingère ces nanorobots. Donc là, on vous a mis le détail de ce à quoi pourrait ressembler un nanorobot, mais ce qui est important, c'est donc qu'il se balade dans les vaisseaux sanguins, dans le cerveau, etc. Et donc vous avez une app qui permet en temps réel de savoir quelles sont vos sécrétions d'hormones et de pouvoir influer dessus. On a des vidéos, mais bon, là, on essaye d'aller vite. Autre sujet qui est malheureusement d'actualité avec le conflit ukrainien, le concept de pénurie énergétique, et notamment de pénurie électrique. Si demain, et il y a de fortes raisons d'y croire, on assiste à de plus en plus de pénuries, est-ce qu'on ne pourrait pas banaliser le vol d'électricité? De la même manière qu'on siphonne, vous savez, sur les aires d'autoroute, là, les réservoirs des camions notamment. Donc c'est un peu le concept de Robin des Bois. Vous avez des contrats électriques basiques qui sont pour les citoyens, et donc forcément ces contrats basiques ont des coupures intempestives dans un contexte de pénurie. Et vous avez des contrats électriques qui seraient garantis par l'État à destination de celles et ceux qui peuvent se le permettre, ainsi que des entreprises. Et donc, le vol d'électricité s'opérerait uniquement dans ce deuxième cas de figure. Comment ça se passe très concrètement? Tous les objets nécessaires à la fabrication du dispositif sont trouvables dans le commerce. On est sur quelque chose de complètement open source. Ça prendrait la forme un peu comme un boîtier d'alarme incendie, vous savez, de détection de la fumée. Il faut avoir en tête que ça ressemblerait à peu près à ça. Donc là, en l'occurrence, les étudiants, c'était super malin de leur part. Ils ont détourné quelque chose qu'on connaît déjà de notre présent, à savoir le manuel IKEA. Okay, et donc, on vous explique étape par étape comment créer ce genre de dispositif.
Et donc, vous voyez l'intérêt du design fiction et la partie communication, c'est que là, l'équivalent du Monde en Espagne, alors oui, pardon, c'est important de préciser, ils se sont basés en Espagne, cette équipe, et donc c'est un gang clandestin, hein, bien sûr. Là, on n'est plus sur un laboratoire ou une entreprise fictive qu'on vient inventer, hein. On est sur quelque chose de souterrain, d'undercover, et ils se sont appelés Los Mosquitos. Parce que forcément, les moustiques qui pompent le sang, là c'est pareil, on va venir pomper l'électricité. Et donc vous avez une journaliste, en l'occurrence, qui a enquêté, qui a réussi à intégrer le gang de l'intérieur et qui fait toute une enquête en expliquant au journal El País tous les tenants et les aboutissants de ce projet. Donc c'est un excellent format de restitution aussi qui fonctionne à merveille. Toujours sur la thématique de l'énergie et de l'électricité. Alors là, les tendances qui ont été identifiées, c'est la crise de la sédentarité. On fait de moins en moins de sport et d'activités physiques, on est de plus en plus sédentaire. Et donc, pourquoi ne pas utiliser notre corps tout simplement pour produire de l'électricité en captant deux types d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie cinétique, qui est l'énergie des mouvements, et l'énergie corporelle, vous savez que votre corps est à 37 degrés, et donc on pourrait inventer des straps, des sortes de bandes qu'on viendrait positionner sur nos articulations, et donc ces bandes viennent convertir l'énergie cinétique et l'énergie thermique en électricité. En l'occurrence, à un moment, ces bandes sont pleines, il faut les décharger. Et donc, on peut imaginer dans les bâtiments publics, dans le métro, dans votre école d'ailleurs, on pourrait très bien avoir des sortes de bornes sur laquelle, donc on est en induction, plus besoin de brancher avec des câbles, on est en 2050, je vous rappelle, les technologies à induction pour recharger existent déjà. Et donc, vous avez juste à poser votre bande, elle se décharge en un temps record, comme on est en 2050, et vous la remettez. Bien sûr, c'est dans un matériau un peu équivalent au silicone, mais comme on est en 2050, on peut s'écarter des contraintes du présent, et donc on imagine un nouveau type de matériaux ultra léger, ultra flexible. C'est ça qui est génial aussi, le fait de se projeter dans le futur fait qu'on est autorisé aussi à inventer des choses qui n'existent pas encore aujourd'hui. C'est ça tout l'intérêt. Et donc à nouveau, vous avez toujours une petite app pour suivre en temps réel l'état de charge de vos différents dispositifs. On essaye d'y aller crescendo, donc là on commence à arriver sur des projets qui nous tiennent à cœur et qui nous ont beaucoup plu, c'est un peu nos coups de cœur. Je pense que la question vous plaira, c'est un projet qui souvent fait carton plein quand on demande si vous seriez prêt à l'utiliser ou pas, on verra avec vous si ça fonctionne ou pas. Et si nous pouvions ne serait-ce que visionner les rêves que l'on a faits et accessoirement pouvoir les partager. Donc là, on est vraiment sur de la neurotechnologie, les technologies liées au cerveau. Donc imaginez mettre un bandeau sur lequel vous avez des électrodes à disposer sur votre tempe. Comme c'est la nuit, eh bien le bandeau peut être aussi un occulteur de lumière, donc vous le positionnez sur les yeux et ça permet de mieux dormir en plus de ça. Et donc pendant que vous dormez, on vient analyser les ondes cérébrales de votre cerveau pour sauvegarder les rêves que vous faites. Donc là, en l'occurrence, on est sur un autre cas de figure, étant donné qu'on est sur un détournement de marques déjà existantes. Et les étudiants ont pris le concept de Netflix, qu'ils ont détourné en Nightflix, et donc leur postulat est de dire que les influenceurs de demain ne seront pas du tout les meilleurs créateurs de contenu, mais les personnes les plus inventives, imaginatives dans leurs rêves. Dans leurs rêves, mais aussi dans leurs cauchemars. Il n'y a qu'à voir toutes les tendances qu'il y a avec les films d'horreur, etc. Et donc, vous avez la possibilité de rendre certains rêves publics, et bien sûr d'en garder certains privés, quand ils sont un peu trop intimes ou un peu trop érotiques, évidemment on les garde pour soi. Vous avez également aussi la possibilité de les modifier, ces rêves, de couper, exactement comme sur un logiciel de montage classique de vidéo, de venir sélectionner certains passages, d'en couper d'autres pour les occulter. Et donc, en termes de campagne de com, ça marchait quand même relativement bien. Ils ont vieilli les influenceurs actuels, en l'occurrence Lena Situation et Squeezie que vous connaissez tous, et donc dans ce monde du futur, on pourrait très bien découvrir leurs rêves. Donc, vous voyez là tout de suite l'ambivalence, je vois tout de suite le côté génial. Moi, je serais leur premier client, j'adorerais, alors je me souviens de plus en plus de mes rêves, mais j'adorerais pouvoir les revoir, les partager à mes potes, etc. Je trouve ça génial. Et en même temps, si je questionne un peu la vie privée, est-ce que je me dis pas que la dernière frontière, le dernier terrain qui nous reste un peu privé, c'est justement celui du monde de la nuit, des rêves. Et donc, est-ce que j'ai envie de donner cette data, ces informations à une entreprise privée pour, en plus de ça, dans la société dans laquelle on vit, à l'ère de la transparence, de se montrer sur les réseaux, etc. Enfin, on voit tout de suite l'ambivalence que ça crée et la nuance, quoi, en fait, tout simplement. Donc, ça, honnêtement, c'est un vrai projet coup de cœur qu'on adore. Mention spéciale aux étudiants s'ils nous écoutent. Bravo à vous.
Celui-là, on va le passer. Voilà. Alors celui-ci, on souhaite aussi vous en parler. Vous allez voir pourquoi. C'est la première fois que ça nous est arrivé. Le but n'est pas d'avoir raison quand on fait du design fiction, ok ? Vous avez bien compris, c'est juste de venir questionner notre présent. Mais quand en plus de ça, on arrive à avoir raison, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est déjà le cas en Italie où ceux qui votent Forza Italia votent pour un parti dont l'emblème, le logo, dit Berlusconi président, alors que Berlusconi est mort il y a 2 ans. Okay. Donc on est déjà dans une dystopie italienne. Génial. Alors là, en l'occurrence, c'est une équipe qui n'est pas partie en Italie, mais en Chine, puisque pour diverses raisons, on trouvait ça plus adapté que se mettre en France ou dans une autre démocratie. Donc nous sommes en 2062 et Xi Jinping décède. Bien évidemment, le gouvernement chinois a anticipé la chose et est venu créer une intelligence artificielle qui raisonne, qui pense et qui prend les décisions exactement de la même manière que l'aurait fait Xi Jinping. Donc on rentre en entrée dans l'algorithme, tous les discours politiques, toute son enfance, toute sa vie, si vous voulez, comme ça l'IA est capable de penser, de raisonner comme lui. Donc là, vous voyez, on est sur quelque chose d'immatériel, hein, on est sur un service impalpable, une IA, mais pour autant, on peut créer plein de documents de design. Hein. On voit que les serveurs sont stockés sous la cité interdite, dans un bunker. Vous avez les zones de déploiement dans les cantons chinois. Des modifications de textes de loi, hein. Bien sûr, la constitution chinoise, étant donné que c'est plus un humain, littéralement, qui dirige le pays, ça a des incidences et des modifications. Tout ça a été pensé. Et donc, en Chine, avec le crédit social tel qu'on le connaît déjà aujourd'hui, eh bien, on peut très bien imaginer que Xi Jinping possède le don d'ubiquité. Qu'est-ce que c'est que le don d'ubiquité ? C'est la possibilité d'être présent en tout lieu et en tout temps. Et donc, on pourrait l'imaginer sous une forme un peu holographique, ou même sur un écran, pas besoin d'être trop dans le futur. Et on imagine très bien les citoyens chinois, le soir, en rentrant chez eux, se confessant à Xi Jinping. Hein. Donc, ça pourrait devenir un confident, voire même remplacer le rôle d'un prêtre. Hein. Quand on a expié ses péchés, etc., on pourrait le faire avec une IA de la sorte. Et donc, on voit bien, pour être un citoyen modèle et un citoyen chinois parfait, alors là, on est sur un projet, en l'occurrence, pas très utopique, il faudra m'expliquer si vous voyez de l'utopie là-dedans. On est sur un projet complètement dystopique, mais complètement lanceur d'alerte en l'occurrence, et c'est ça aussi l'intérêt. Et bien figurez-vous, messieurs, dames, que là, c'est la fameuse cerise sur le gâteau, ça mérite presque le poil rien que d'en parler. Alors c'est un projet qui a été réalisé en 2020, donc avec le recul, et en 2024, ce sont des vrais articles là, hein, je précise, hein, on quitte le domaine de la fiction, et bien figurez-vous que la Chine travaille déjà à ce genre de dispositif quand on regarde l'essor des IA. Donc là, vous voyez, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Hein. Respect infini aux étudiants, et à nous aussi, bien sûr, puisqu'on les a aussi aidés et aiguillés. Mais à notre méthodo, on voit bien qu'elle fonctionne. Et donc, toute cette partie analyse de tendances et de signaux faibles a été tellement bien réalisée par l'équipe que ils ont réussi à anticiper quelque chose qui s'est produit des années plus tard. Et donc, je parlais tout à l'heure de subir le futur ou non. Vous voyez bien qu'on fait ça en 2020. Donc, les étudiants, j'imagine que quand ils voient ça 4-5 ans plus tard, ils subissent pas la nouvelle. C'est-à-dire qu'ils se disent, oui, en fait, si on avait regardé précisément les choses, si on y avait réfléchi et si on tirait les fils du pouvoir, des autocraties, etc., des IA, en fait, évidemment que ça c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que c'est aussi une méthode de réappropriation de ce qui nous arrive. Et donc, quand ça se confirme, c'est aussi parce qu'on a voulu se confronter à un moment donné au futur en se posant les véritables questions, en regardant, en tirant les fils, en croisant les tendances. Et donc là, j'imagine, nous, quand on voit ça, on se dit, oui, effectivement, il y avait un scénario où ça se produisait. Vas-y. Donc là, on constate, et ensuite, est-ce qu'il y a une phase d'action par rapport à ça ? Effectivement, nous, dans la discipline, donc l'étape 6 de présentation du projet final et de mise en débat, on anime ensuite, pour te répondre de manière très pragmatique, on anime ici déjà la discussion, le dissensus et le débat qu'il y a là-dessus. Et on discute forcément de qu'est-ce qui devrait changer, qu'est-ce qui devrait être fait ou pas. Donc nous, on ne s'occupe pas évidemment du passage à l'action en tant que tel, d'un point de vue militant ou politique ou que sais-je. On reste évidemment dans un enseignement. Mais on se pose la question, effectivement, de savoir, en termes d'action, d'habitude, de ce que tu peux faire. Ça, c'est sûr. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la finalité de la démarche. Le but du jeu, une fois qu'on a fait toute notre méthodologie, est de se dire, OK, merci à toutes ces équipes de m'avoir ouvert les yeux sur des futurs possibles, des futurs plausibles. OK. Qu'est-ce que maintenant, concrètement, dans le présent, si je reviens aujourd'hui,
Je peux faire soit pour tendre vers les mondes plutôt utopiques que j'ai imaginés, soit au contraire pour m'écarter à tout prix des mondes plutôt dystopiques. Et donc cette dernière phase d'atterrissage, c'est le Graal de la discipline, ça, si tu veux. C'est d'arriver à se dire mais quels sont les leviers actionnables concrètement aujourd'hui dans le présent. Oui. Est-ce qu'en ce sens, on peut dire que votre discipline peut rentrer dans la panoplie des outils d'innovation dans les grands groupes, les sociétés? Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. En tout cas, c'est en complément. C'est jamais en substitution, mais effectivement, ouais, tout à fait. C'est le cas. Ouais, tout à fait. Exactement. Ouais, tout à fait. Bah, on voyait bien qu'en plus, on peut tomber parce que imaginons qu'il y a le produit ou le service qu'on a imaginé. Ça ne veut pas dire que l'entreprise veut ça. En revanche, et là, on redéroule la pelote dans l'autre sens, du futur vers le présent. Est-ce qu'on veut tendre vers ça, pas tendre vers ça? Et si oui ou non par rapport à l'existant? Et là, je parle d'un point de vue purement produit, innovation. Qu'est-ce qu'on fait avec nos compétences, avec ce qu'on a déjà pour y aller ou non? Donc effectivement, ça c'est utilisé d'ailleurs dans ce sens-là aussi. Et pour le Palais de Tokyo, c'était typiquement ça, par exemple. C'était comment on utilise les espaces, comment tel produit peut être changé par rapport à tel type de contraintes. Donc là, on était vraiment sur du réel. On voit bien justement qu'à partir du moment où une chose a été pensée, elle semble déjà plus plausible, plus possible. Et donc, vous avez une énorme responsabilité. Vous fabriquez vraiment des scénarios qui déjà existent. Rien que voilà ça, quand j'ai consulté un peu votre site web, au début, moi, je croyais être face à des choses qui étaient déjà disponibles dans des magasins. Mais vraiment, Adrien, c'est après que je me dis, non, mais t'es con, t'as pas compris. Mais en réalité, l'écart se joue plus dans le passé que dans le futur. Justement, quand vous avez fait l'histoire un peu de médias visiophoniques, par exemple, mais la technologie de la visiophonie était déjà disponible dans les années 30, mais personne ne l'utilisait. Ça a connu un échec énorme. Les picture phones, AT&T avait arrêté d'en produire. Et puis, Skype, aujourd'hui WhatsApp, aujourd'hui on est à la banalisation d'une chose qu'il y a un siècle personne n'utilisait. Donc ça met en crise justement l'idée du développement technologique. C'est une notion que je contexte toujours. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait tout simplement dérouler, mais qui était déjà écrite. Il faut prévoir les passés avant toute chose. Donc je trouve que c'est passionnant d'un point de vue philosophique, évidemment, votre démarche. Deux remarques, Pépé, sur ce que tu dis, sur la responsabilité que l'on a. Alors que nous et les participants de la formation, en l'occurrence, nous, on est aussi juste là pour apporter la méthode et voir ce que les gens en font. Première chose, c'est sur la notion de prophétie autoréalisatrice, qui est quelque chose dont on entend souvent parler. Si on est capable d'imaginer ce genre de projet, est-ce que quelque part, on ne participe pas au fait qu'elles arriveront un jour ou pas? Bon, je ne sais pas si on a la réponse à cette question, mais en tout cas, cette notion de prophétie autorisatrice, elle est super importante. Et le deuxième point, d'un point de vue de la responsabilité qu'on a, d'un point de vue éthique et moral, c'est, comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que des fois, quand on voit nos expérimentations, on pourrait croire qu'elles semblent, entre guillemets, tellement réelles qu'elles existent déjà. Et donc là, c'est très important aussi de bien rappeler à nos auditoires qu'il s'agit, pour l'instant, dans notre présent, il s'agit de fiction. Et donc ça, on fait attention à ce que les gens ne confondent pas et ne croient pas que ce soit réel. Oui, qu'ils n'aillent pas chercher oui. les rois Merlin de l'anglais avec exactement. Et le dernier point que tu mentionnes, c'est le point qui est lié au passé, présent, futur. Le futur étant vu peut-être d'un point de vue naïf ou avec du recul comme étant potentiellement une fuite en avant. Or précisément, le design fiction, et d'ailleurs la psychologie et la psychanalyse l'ont bien montré, ceux qui résistent le mieux au futur ou qui sont les plus résilients au futur, y compris des futurs chaotiques ou cabossés, c'est des gens qui connaissent très bien leur passé et qui s'intéressent énormément au présent. Donc ça, c'est documenté. Et c'est pour ça que la psychanalyse ou la psychologie, de manière générale, replonge toujours dans le passé. C'est-à-dire qu'elle va toujours chercher sur une capacité de mise en narration de son passé et de son présent pour savoir quel est le degré de résilience au futur. Ça a été notamment documenté par des chercheurs américains qui travaillaient sur le sujet au moment des attentats de 2001 du World Trade Center. Et ils ont montré que ceux qui avaient la meilleure connaissance de leurs ancêtres, où sont-ils nés, qui sont-ils, quel a été leur parcours, quelle crise ils ont vécu, la Seconde Guerre mondiale, etc. Plus ils connaissaient leur passé,
plus ils étaient en mesure de se projeter dans un futur en ne le prenant pas comme un énorme mur et un énorme choc. Donc typiquement, bah oui, 2 tours sont tombées, les États-Unis entrent en guerre, mais moi, mon grand-père, il a aussi vécu la guerre. Donc en réalité, et tout de suite mise en recul, mise à distance, etc. Donc ça, c'est des choses aussi que le design fiction convoque. Même si on s'intéresse au futur, c'est pas du tout une fuite en avant, c'est pas une ouverture totale, c'est précisément, comme tu l'as mentionné, en fait un jeu, et on l'a vu avec les exemples, avec le passé et le présent. Une chose qui m'interpelle, entre autres, dans votre démarche, ce sont les présupposés philosophiques. Vous avez parlé de mise entre parenthèses. C'est une notion phénoménologique, entre autres. L'analyse existentielle explique la dépression comme étant l'incapacité de penser le futur. Si je ne suis pas capable de penser le futur, c'est ça la dépression. C'est une façon de l'expliquer, tellement cela nous appartient, que cette tendance vitale à penser le futur. J'ai besoin de croire que demain je serai là. Et si je n'arrive pas à me projeter dans la soirée, mais c'est ça la dépression. C'est le fait d'être vraiment comme encastré et prisonnier d'une claustrophobie temporelle dans laquelle, oui, je n'ai pas de souffle, je n'ai pas de futur. Alors, c'est donner un futur, c'est là, je trouve, les désinfections. C'est justement, c'est penser le futur, bien sûr, pour soi-même, pour l'humanité. Et d'une certaine façon, c'est un futur qui peut réparer les présents. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de la réparation aussi dans ces idées. Réparation des affects, réparation de sa mémoire, par exemple. Donc, c'est très, 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 très riche. Donc, oui, j'aimerais savoir si les présupposés, disons, les références philosophiques, théoriques, ont été déjà systématisées, ou si, disons, votre démarche peut en convoquer certaines que d'autres ne convoqueraient pas, par exemple. Oui, en plus. Bon. Mais, Alors, très, très bien. Bon. Alors, désolé Pépé, on va laisser ta question en suspens, mais tu vois que je vais faire une pirouette juste pour conclure. On tenait à rendre hommage à Nicolas Nova, qui est présent là à l'écran, que vous connaissez d'ailleurs peut-être, j'ai l'impression qu'il y a des têtes qui se hochent dans la salle, qui est un grand anthropologue français, théoricien du design fiction. C'est lui qui a posé les bases de la discipline avec Julian Blicker et avec Bruce Sterling, dont on vous a parlé au préalable, et qui nous a malheureusement quittés en ce début d'année 2025. Donc, grosse pensée à lui. Et alors, attends, juste Pépé, c'est pour vous donner aussi de la matière, si vous voulez poursuivre ce qu'on se dit, 3 de ces romans, qui sont tous plus géniaux les uns que les autres, dont le dernier, La persistance du merveilleux. Il avait une pensée, une analyse philosophique, Pépé, tellement merveilleuse, que autant essayer de faire persister tout le merveilleux de sa démarche. On aimerait aussi, si ça vous intéresse, pour vous confronter à des œuvres de SF, vous parler d'un podcast qui s'appelle « C'est plus que de la SF », tenu par Lloyd Cherry, qui est un journaliste français avec lequel on collabore régulièrement et qui, toutes les semaines, analyse une œuvre de science-fiction. C'est absolument passionnant. Donc, si vous voulez vous confronter à de la science-fiction actuelle, écrite ou visuelle, on vous invite à consulter le podcast « C'est plus que de la SF ». Merci beaucoup. Merci Grégoire, merci Adrien, merci à toutes et tous. Merci et rendez-vous à la prochaine saison des mercredis de la COB. Merci aux étudiants de l'équipe Confcom. Merci à l'ICP. Bonne soirée et bonne conf. Donc, bonne conf alors.